Vincent, du coup, vous avez la main. Merci beaucoup Morgane. Bonjour à tous. Donc, Vincent Rivière, Société Agir écologique. Je vais vous présenter donc une expérience de gestion sur un milieu insulaire, l'île du Grand Rouvreau, dont je vais vous parler dans quelques secondes dès que j'aurai pris la main. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. Donc, présentation d'abord d'Agir écologique, une société qui a un peu moins d'une dizaine d'années, bientôt 10 ans. D'abord créé sur la base de compétences en expertise faune et flore. Nous avons vite identifié qu'il était nécessaire de se rapprocher de la réalisation pour améliorer justement ces retours d'expérience, améliorer notre compétence sur les sujets, en particulier sur les sujets de gestion des espèces invasives, mais pas uniquement. Et avec le temps, nous avons aussi créé une branche travaux qui, justement, nous permet d'aborder concrètement les difficultés de réalisation et permettre de mettre à disposition directement des compétences un peu spécialistes pour la création d'actions de génie écologique, que ce soit la gestion de la création d'habitats d'espèces, la création de mares, etc., etc. Du coup, voilà, l'année prochaine, nous ferons nos 10 ans et nous sommes une petite société basée en PACA. Donc, l'île du Grand Rouvreau, c'est une petite île qui est située entre Marseille et Toulon, au large sur l'archipel des Ambiers. C'est la dernière île de l'archipel des Ambiers. Il n'y a pas de navette qui la dessert et c'est une île inhabitée. Donc, 6,5 hectares, c'est la propriété du conservatoire du littoral, avec la petite subtilité que la totalité de la surface est propriété du conservatoire, sauf le débarcadère, la piste d'accès et le phare qui, lui, est géré par Phare et Balises. Donc, elle est inhabitée depuis les années 70, depuis l'automatisation du phare, mais elle reste ouverte au public. C'est à la fois une île protégée, donc une ASPIM, une aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne, et un site Natura 2000 en mer. Je précise bien en mer, puisque la partie terrestre n'est pas dans un site Natura 2000. Elle est gérée aujourd'hui en cogestion par l'initiative PIM, donc l'initiative des petites îles de Méditerranée, et la ville de Sifour. Sur le plan du patrimoine biologique, évidemment, c'est une île donc avec son écosystème simplifié, mais malgré tout, la présence de 7 espèces végétales d'intérêt patrimonial, donc 5 espèces protégées, donc vous avez quelques illustrations à côté. L'Allium camaemoli, le Sénécio leucanthemifolius, la Timée hirsute, mais également la présence d'un gecko, donc une des 3 espèces de gecko présentes en France. Celle-ci, c'est le Philodactyle d'Europe, une espèce qui est quasi strictement insulaire, qui ne reste encore présente que sur quelques sites en France et dont l'aire de répartition est limitée à un secteur global qui englobe les îles méditerranéennes françaises jusqu'au nord de la Tunisie, en intégrant la Corse et la Sardaigne. La problématique espèces envahissantes, c'était d'abord une problématique de présence de griffes de sorcières, donc Carpobotus edulis surtout, espèce originaire d'Afrique du Sud, utilisée beaucoup parce qu'elle présente une grosse capacité de développement sans entretien, évidemment, avec une capacité de fixation des sols importante. C'est une espèce qui est identifiée comme préoccupation majeure en PACA. Introduite en France fin du XVIIe, sa date d'introduction sur l'île n'est pas connue. On suppose qu'elle est sans doute liée à l'occupation du phare au milieu du XIXe. Et le constat dressé avant que nous commencions nos interventions, c'était 35% de l'île occupée par l'espèce, avec une occupation quasi monospécifique. Vous avez une photo ici en bas à gauche qui vous présente un peu l'état de l'écosystème occupé par la griffe de sorcière. Et puis, peut-être cette introduction permet aussi de faire tomber une idée reçue comme quoi les espèces envahissantes se développent surtout dans des écosystèmes perturbés. Pas vraiment dire que l'île, en l'occurrence, soit un écosystème perturbé, parce que ça sous-entendrait aussi que les espèces envahissantes n'ont pas les caractéristiques extraordinaires qui leur permettent de coloniser des espaces, même de bonne qualité, même peu perturbés. Donc voilà, un premier point, 35% de l'occupation de l'île, quasi monospécifique. Petite aparté également sur la présence d'une autre espèce envahissante qui s'appelle le rat noir, dont je vous parlerai tout à l'heure. Là aussi, une date d'introduction non connue, mais il faut juste se rappeler que souvent les espèces envahissantes sur les îles ont tendance à s'apporter des bénéfices réciproques. La griffe de sorcière apporte à la fois une ressource, puisque la production de fruits en période estivale, sucrée, le rat vient consommer ces fruits et disperse les graines sur le reste de l'île.
Donc, une cohabitation qui fonctionne très bien au détriment de tout le reste du patrimoine insulaire. Voilà. Pourquoi intervenir sur les îles déjà? D'abord parce que les îles sont en général des refuges de biodiversité. Ce sont également des assemblages faune et flore uniques. Chaque île est un assemblage particulier qui nécessite qu'on soit attentif à l'ensemble des compartiments. Un enjeu patrimonial sur le plan culturel également. L'île, c'est une appropriation culturelle de la part d'un ensemble d'acteurs qui ne sont pas très bien définis, mais qui considèrent que l'île leur appartient. Et donc, il y a un enjeu d'appropriation commun qui nécessite qu'on soit particulièrement vigilant à ces actions de restauration, puisque en général, quand on intervient sur des écosystèmes qui sont aussi envahis, chaque intervention représente un gros bouleversement du paysage, et également de l'écosystème, mais aussi du paysage, qui nécessite qu'on soit particulièrement attentif. Et puis, l'intérêt de travailler sur une île, c'est qu'on peut gérer les flux, c'est-à-dire qu'on n'est pas soumis à des introductions constantes de propagules d'autres espèces. Du coup, on est capable de mieux maîtriser les réponses que vont apporter l'écosystème face à ces actions de restauration. C'est un peu vite. Voilà. Donc, l'émergence d'un plan d'action qui a d'abord été élaboré sur une première analyse de l'état initial en 1999, puis en 2009, production du schéma de gestion de l'île, avec 2011, l'élaboration du plan d'action en plusieurs phases. Plusieurs phases, pourquoi? Parce que nous étions dans une phase un peu expérimentale, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, une appropriation importante du patrimoine paysager. Et puis, face aux moyens que nous voulions mobiliser, il était nécessaire de sectoriser un peu notre action, notamment parce que le premier secteur, 2012, c'est celui qui est juste situé de l'autre côté du continent, ce qui permet de ne pas avoir de visibilité directe de l'action d'éradication pour éviter justement de trop choquer la population locale. Donc, cette action a été d'abord encadrée par des états zéro, donc état zéro sur la flore, état zéro sur les oiseaux, les reptiles, un suivi photo extrêmement important aussi dans le cadre de ce genre d'action pour justement montrer à terme les résultats obtenus. Et une première zone d'intervention en 2012, une intervention qui a finalement été envisagée sur 5 ans, avec un secteur falaise qui présentait un certain nombre de complexités et de technicité nécessaires. Donc, je voulais rappeler, la prise en compte du plan d'action, c'est d'abord la perception paysagère importante, mais aussi l'accessibilité de l'île et le débarcadère. Donc, c'est une île qui est inhabitée, mais qui présente quand même une possibilité d'hébergement. Et puis, la griffe de sorcière en tant que telle, c'est une espèce qui est assez simple à arracher. Donc, on peut mobiliser des personnes qui sont finalement peu compétentes sur le sujet pour pouvoir nous accompagner, sachant que l'objectif du conservatoire, c'était une approche entre guillemets low cost pour convaincre les institutions qu'il était possible de lutter à moindre coût sur les espèces invasives, ce qui n'est pas toujours le cas sur les espèces envahissantes, mais là, il y avait cette possibilité. Nous avions la possibilité aussi de mobiliser des bénévoles. Et le deal que nous avions proposé pendant toutes ces années de travail, ça a été de proposer à chacun des bénévoles qui intervenaient sur l'île de passer quelques heures avec nous le matin à travailler sur l'arrachage et le reste de la journée, l'usage de l'île était libre, la découverte de l'île était libre avec une possibilité de restauration et d'hébergement le soir. Attention, cependant, nous avions un problème évidemment d'évacuation des rémanents. Mais cela dit, avec la griffe de sorcière, le problème est assez vite résolu. Et puis, certaines parties de travail qui s'effectuent en falaise, parfois instables, nécessitaient un personnel formé et capable d'intervenir dans ce genre de site. Les financements ont été surtout mobilisés pour les interventions techniques sur l'intervention en cordée notamment, et l'encadrement et les suivis scientifiques. Donc voilà la procédure. Quand on intervient sur un secteur comme ça envahi, on commence d'abord par libérer une partie basse dont on s'assure qu'il n'y a plus aucune racine de griffe de sorcière sur cette première bande. Et puis ensuite, on travaille sur la partie un peu plus haute, 5-6 mètres au-dessus, et on commence à arracher les griffes de sorcière, on les enroule. Et le poids finalement des lianes de griffes de sorcière qui s'entourent les unes sur les autres finit par permettre l'arrachage et faciliter l'arrachage de l'andin qui va se constituer. Donc, vous avez des lignes d'andin qui se constituent comme ça perpendiculairement à la pente. Et cette technique de travail est assez efficace, ça va assez vite finalement. Mais globalement, pour vous donner une idée, nous avons réussi à mobiliser 122 personnes sur les 4 années d'intervention, ce qui est relativement intéressant. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, tout ceci à moindre coût. Ce qui présente un intérêt aussi pour justement pour convaincre les institutions qui nous accompagnent.
Évidemment, dans certains secteurs, nous sommes confrontés à des problématiques d'érosion des sols. Du coup, la grille de sorcière qui présente l'avantage de se dégrader assez rapidement peut aussi être utilisée, comme vous le voyez ici, sur des boudins coco qui nous permettent de créer des pièges à sédiments, puisque le sol, c'est quand même la partie la plus importante sur une île. Si ce sol est lessivé, érodé, vous n'avez plus après le support pour pouvoir permettre à la végétation de se redévelopper. Donc, nous avons créé comme ça à différents endroits des Andins pour faciliter la restauration écologique, la résilience. Et puis, j'avais mis une petite photo ici des interventions encordées, puisque cette opération nécessite justement du personnel qui soit formé à ces opérations. Une autre approche, j'anticipe un petit peu. Donc, voilà quelques photos des résultats de cette restauration. Donc, vous le voyez, des tapis de griffe de sorcière qui, l'année N+1, montrent un site relativement désertique. C'est pas très facile de convaincre avec ce genre de photos, mais vous voyez qu'assez rapidement, quelques années plus tard, vous avez une occupation par la végétation locale, donc strictement insulaire, de l'espace qui est libéré. Et là, en l'occurrence, une partie des fleurs jaunes que vous voyez sur les photos sont une espèce protégée qui, elle, a été redynamisée par cette mise à disposition de la litière, sachant que la litière est fortement aussi, puisque c'est une des caractéristiques de la griffe de sorcière, fortement densifiée en graines de griffe de sorcière. D'où la nécessité de faire des suivis et des suivis réguliers. En parallèle, pour faciliter la restauration et on va dire, appuyer un peu la recolonisation par la végétation, nous avons tenté une expérimentation de pépinière 100% locale, c'est-à-dire qu'avec constituée à partir uniquement des plantes de l'île, sans apport minéral non plus, de façon à éviter toute introduction supplémentaire et conserver le patrimoine génétique des populations végétales insulaires. Cette restauration, cette revégétalisation a été effectuée uniquement sur le secteur lessivé et sur le reste de l'île, la démarche a été surtout de faciliter, de suivre la résilience qui s'est avérée assez efficace sur la majeure partie des secteurs sur lesquels nous avons travaillé. Voilà deux façons différentes de présenter ça. Donc, comme vous l'avez compris, nous avons travaillé secteur par secteur. Donc, vous voyez au fur et à mesure les secteurs sur lesquels nous avons effectué nos arrachages. Là, vous avez des 10 années de suivi. Donc, ça fait maintenant cette année, ça fait 10 ans que nous avions arraché le premier secteur de travail. Et vous voyez que même en 2022, on continue d'avoir quelques volumes de griffe de sorcière. Ça, c'est dû exclusivement à l'expression de la banque de graines qui est dans cette petite partie du sol. Et vous voyez qu'en 2022, on continue d'avoir des volumes encore qui s'expriment. 10 ans après, aujourd'hui, on en a encore à peu près un demi-mètre cube de griffes de sorcière à arracher, de semis. Alors, la chance qu'on a avec cette espèce, c'est qu'avant qu'elle ne produise un premier fruit, donc synonyme de production de graines, donc de nouveau de futurs semis, nous avons à peu près 2 ans deux ans avant lesquels le plant commence à produire le premier fruit. Excusez-moi. En parallèle, il était quand même nécessaire de rappeler que nous avons aussi entamé une dératisation qui s'est effectuée de 2017 à 2018, une opération en plusieurs phases. Donc là, je ne précise pas trop la manière dont nous avons procédé. Cela dit, c'est 143 pièges qui sont répartis sur l'ensemble de l'île de façon à ce qu'il n'y ait pas un piège qui soit à plus de 20 mètres de l'un de l'autre. Et de cette manière-là, finalement, nous avons aussi évité, enlevé l'autre espèce envahissante qui entraînait une grosse perturbation de l'île. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'île a été complètement éradiquée des espèces envahissantes. Cela dit, vous voyez qu'il reste encore un peu de suivi à faire et que aujourd'hui, on ne sait pas encore jusqu'à combien de temps nous avons de repasses à effectuer pour être certain qu'il n'y ait plus d'expression de la banque de graines. Donc, l'ensemble des illustrations que je vous ai présentées sont issues d'un ouvrage que nous avons rédigé avec le Conservatoire du littoral, dont vous avez le lien sur la présentation que je vous ai fait passer. Merci beaucoup et à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Vincent. Et en effet, du coup, il y a eu quelques questions dans la discussion. Donc, je te propose d'y réagir tout de suite, si tu veux bien. Des questions sur l'arrachage et l'évacuation des végétaux. Combien de jours d'arrachage à chaque session annuelle et où sont évacués les végétaux arrachés?
Alors, le nombre de jours d'arrachage, alors lors des périodes d'arrachage, c'était une semaine de travail en continu. Aujourd'hui, la repasse nécessite à peu près 4 heures de travail sur l'ensemble de l'île à plusieurs intervenants. On est une petite équipe de 4 personnes, 5 personnes qui nous occupons de parcourir l'île. Donc, c'est quand même un temps de travail relativement simple. Et puis, l'idée, je ne l'ai pas trop précisé tout à l'heure, mais l'idée de travailler aussi en période estivale, c'est que c'est souvent des périodes sur lesquelles les gens ont un peu plus de disponibilité. Et puis, l'idée de venir sur une île en période, entre guillemets, de congé reste une idée attractive. Donc, ça nous permet je remets une pièce dans l'idée de pouvoir faire du low cost sur ce genre d'opération. Alors, où sont évacués les végétaux arrachés, comme j'ai peut-être été un peu rapide sur le sujet. En fait, ils ne sont pas évacués. Les Andins sont laissés justement sur site, de façon à ce que leur dégradation crée justement cette espèce de banquette qui va retenir la litière qui pourrait être lessivée lors de pluies un peu importantes. Et ceci marche très bien puisqu'on a très très peu de reprises, voire quasiment aucune reprise sur les Andins arrachés. Est-ce que je continue la liste des questions? Je vois qu'une question sur la griffe est similaire à la datura. Comment se diffuse l'espèce? Alors, l'espèce se diffuse, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir des graines, beaucoup moins facilement à partir de branches, puisqu'il n'y a personne qui ne déplace des branches pour aller les replanter ailleurs, ce qui se ferait sur un milieu qui serait géré ou sur lesquels les personnes voudraient planter. Mais là, le plus simple, ce qui s'est fait jusqu'à présent, c'était justement à partir de graines, les rats consommant les fruits et dispersant les graines sur l'ensemble de l'île. Je ne sais pas si la présence de sel influence la germination sur la frange littorale. Pas d'idée sur le sujet, pas suivi particulièrement cet aspect-là. Et Julien Hugo qui nous a mis un petit message. Bonjour Julien. Comment sont assurés les suivis, personnes à pied, tout type Alors, les suivis sont assurés de manière là aussi bénévole, c'est-à-dire que nous sollicitons systématiquement un réseau d'experts autour de nous, experts en botanique, experts en ornithologie, qui nous permettent. Alors, les protocoles sont assez simplifiés en fait pour éviter justement ce trop haut niveau d'expertise qui nécessite après qu'on fasse de l'externalisation. Là aujourd'hui, c'est le suivi par exemple sur les phylodactyles d'Europe, c'est 3 demi-journées par an qui sont mobilisés. Sur la flore, c'est une journée par an puisqu'on a calé le suivi à début mai, de façon à ce que ça puisse coïncider avec une occupation avec les autres suivis de l'île. Et concernant les suivis ornithologiques, là aussi, c'est une journée par an qui est mobilisée à 4 personnes. Donc, c'est des suivis assez légers, finalement, et qui nous apportent des informations un peu plus importantes. Je pense notamment sur la colonisation par le phylodactyle d'Europe. Je l'ai passé un petit peu en filigrane de cette présentation, mais c'est peut-être l'une des espèces qui nous apporte le plus d'informations suite à cette double intervention, l'éradication de la grippe de sorcière et du rat. Manifestement, aujourd'hui, la population de phylodactyle d'Europe est en train d'augmenter. Et c'est une information que nous n'avions pas jusqu'à présent. On ne savait pas qu'il y avait une incidence directe rat phylodactyle d'Europe. Et effectivement, les griffes sont présentes bien en dehors du milieu insulaire. C'est un des problèmes, puisque vous avez des plantations qui sont faites régulièrement, par des collectivités également, sans doute par souci d'un manque d'entretien. En fait, on est sur une espèce qui a un comportement d'espèce méditerranéenne, qui est issue du bioméditerranéen, mais qui n'est pas présente ici naturellement. Donc, elle est hyper adaptée à notre climat. De fait, elle se développe très bien, elle est ornementale, elle a des jolies fleurs, elle fixe les sols, elle ne demande pas d'entretien, pas d'eau. Vous voyez tout l'intérêt que peut présenter une espèce comme ça, mais sauf que le fait de les planter systématiquement dans des aménagements paysagers génère des sources supplémentaires de diffusion. D'où le fait de cette vigilance accrue et de cette liste de préoccupations qui a été publiée par le Conservatoire botanique. Alors, type de dossier administratif nécessaire pour réaliser ce type d'intervention. Là, comme on n'intervient pas sur une espèce protégée, on n'a pas eu besoin de faire de dossier CNPN. Et comme je vous l'ai précisé préalablement, on n'est pas sur un site Natura 2000 terrestre, donc il n'était pas nécessaire de produire une évaluation d'incidence. Cela dit, nous l'avons quand même produite afin de mobiliser aussi les institutions autour de nous, les services de l'État, de façon à ce qu'il puisse y avoir une information qui soit donnée sur ces travaux-là et que tout le monde puisse être de concert mobilisé sur ce genre de sujet. Il y a une dernière question de M. Hugo là, sur la perception paysagère.
comment est-ce que nous, professionnels, sommes sensibles à tout cela? C'est une vraie question, Julien. Merci beaucoup de la poser puisque on se connaît par ailleurs et que tu sais que c'est un sujet qui nous occupe régulièrement. En fait, cette perception paysagère, elle est absolument centrale. Et pour l'aborder, donc tu l'as vu, hein, on a commencé d'abord par aborder par le petit bout de la lorgnette la problématique en évitant des co-visibilités trop importantes. Et puis en parallèle, ce que je n'ai pas trop précisé, c'est qu'il y a eu pas mal de communication dans les médias locaux, notamment dans Var Matin, plusieurs reprises, auprès de la collectivité également, de façon à ce que les gens soient le plus informés possible. Évidemment, la première année, il n'y a pas eu un engouement particulier pour ce que nous étions en train de faire. Mais les résultats à l'année N+2 ont déjà été en notre faveur et ont prouvé qu'on était capable que l'île était capable par elle-même de répondre positivement à ce chamboulement, ce qui fait qu'avec le temps, finalement, les avis négatifs sur ces opérations ont plutôt eu tendance à s'amenuiser au profit d'un engouement plus général, et les gens sont aujourd'hui assez fiers de venir voir cette île sur laquelle il n'y a plus de rats, parce que ça, c'est beaucoup plus simple de travailler sur le rat. Ils étaient quand même fiers qu'il n'y ait plus de rats sur cette île. Par contre, sur la griffe de sorcière, bon, il y a toujours eu quelques réticences, mais aujourd'hui, je crois que le message est assez bien compris. Je vous propose qu'on se laisse encore 1 minute pour répondre aux questions et puis ensuite on passera à l'intervention suivante. Alors, est-ce que j'ai garanti un retrait de 100% de l'espèce En fait, effectivement, en fait, clairement, je réponds à une question de Charles Calvet, en fait, la gestion d'un problème d'espèces envahissantes, ça ne peut pas être un projet one-shot. Ça, c'est une certitude parce que vous ne pouvez pas retirer la totalité de la litière végétale. C'est impossible et ce serait même totalement insensé puisque c'est justement cette litière qui va vous permettre ensuite de voir une recolonisation et de faire appel à la résilience de l'île. Donc, effectivement, quand vous commencez à envisager un projet de restauration écologique, notamment de gestion des espèces envahissantes, il faut s'engager sur le long terme. Et ça, c'est un point essentiel parce que les maîtres d'ouvrage ont tendance à penser parfois que l'intervention, la grosse intervention, la première intervention est suffisante. Or, c'est absolument faux et c'est faux dans tous les sujets sur lesquels nous sommes intervenus jusqu'à présent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un accompagnement sur le moyen terme, et pour l'instant, on en a 10 ans, je ne sais pas combien de temps encore va durer le suivi, mais aujourd'hui encore, vous voyez, on a encore des volumes qui arrivent. Il faut une vigilance continue. Le but étant pour nous, grâce à ce genre d'opération, de commencer à avoir des retours d'expérience pour montrer que c'est finalement une vigilance qui n'est pas si importante que ça, donc c'est très faisable. Cela dit, il faut continuer à la garder tout le temps où nous aurons des reprises. Parce qu'à partir du moment où nous aurons une reprise, nous aurons des graines et du coup, une possible source de dissémination. Cela dit, c'est pour ça que c'est important de dératiser. Comme nous n'avons plus de rats sur l'île, nous n'avons plus le facteur de dispersion aussi, qui entraînerait une difficulté supplémentaire. Aujourd'hui, si nous devions, par exemple, lors d'un oubli de 2 ans consécutifs, ce qui n'est pas arrivé encore, mais avoir des productions de fruits avec des graines, ben là, il faudrait qu'on fasse un nettoyage ou un arrachage systématique des fruits pour être certain qu'il ne puisse pas y avoir de dissémination de graines, voire l'enlèvement ponctuel de la litière sur les endroits où on aurait eu une dispersion de fruits. Merci Vincent. Je vois que la suite des questions concerne aussi beaucoup la plante en elle-même, ses méthodes de dissémination, etc. N'hésitez pas à aller trouver plus d'informations sur le centre de ressources. Il y a des fiches explicatives sur ces plantes-là. Donc, vous aurez sûrement aussi des réponses à vos questions à ce niveau-là. Merci Vincent.